Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. À la une de ce journal, Juliana Lumumba, fille de Patrice Emery Lumumba, est désignée candidate de la République démocratique du Congo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, un choix stratégique sur fond des tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda. Et puis la première ministre Judith Suminwa a échangé avec une délégation du groupe Kenya Commercial Bank conduite par le DG de Trust Merchant Bank. Infrastructure, énergie, éducation, eau et digitalisation étaient au centre des discussions. Enfin, le Sénégal s'impose d'Afrique de l'Ouest aux côtés de la Mauritanie, du Nigeria, du Ghana et du Togo et mise sur des partenariats étrangers pour renforcer sa production locale. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette livraison de l'actualité. Je l'ai dit en titre, fille de Patrice Emery Lumumba, diplômée en sciences politiques à Paris, Juliana Lumumba a été choisie candidate congolaise au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Un choix stratégique dans les tensions qui opposent la République démocratique du Congo au Rwanda, qui veut briguer un autre mandat avec Louise Mushikiwabo. Blaise Kuzola. La République démocratique du Congo a officiellement présenté la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie dans un contexte de repositionnement diplomatique offensif. Fille de Patrice Lumumba, ancienne ministre sous Laurent Désiré Kabila, elle incarne à la fois l'héritage historique et une figure politique connue. Mais au-delà du profil, le choix est éminemment stratégique. Dans un climat de tensions persistantes avec le Rwanda, Kinshasa aligne un nom de marque face à la Rwandaise Louise Mushikiwabo, actuelle secrétaire générale et candidate à un nouveau mandat. La RDC joue aussi la carte du genre en restant dans la dynamique d'un leadership féminin à la tête de la francophonie. Un élément intrigue toutefois les observateurs. Le président congolais a récemment été reçu au palais de l'Élysée où la question de la candidature congolaise à la tête de l'EIF a été évoquée. Peu après, alors que le professeur et recteur d'université de Lubumbashi avait été annoncé comme candidat potentiel, un communiqué officiel est venu acter le choix de Juliana Amato Lumumba. Faut-il voir un signal diplomatique? Paris aurait-il conseillé un profil plus politique, plus symbolique et plus consensuel sur le plan du genre, susceptible de rallier des soutiens sans apparaître frontalement hostile à Kigali? Rien n'est permis de l'affirmer publiquement, mais dans le coulisses de la francophonie, les équilibres sont subtils. À l'approche du sommet prévu au Cambodge en novembre prochain, les tractations s'annoncent intenses. D'ici l'élection, voire juste après, des réajustements diplomatiques ne sont pas à exclure. La bataille pour la tête de l'EIF dépasse largement le cadre linguistique. Elle s'inscrit dans un rapport de force régionale et internationale en pleine recomposition.
La République démocratique du Congo et les États-Unis ont signé à Kinshasa un mémorandum d'entente de 1,2 milliard de dollars destiné à renforcer durablement le système de santé congolais. L'accord prévoit un appui financier et technique centré sur les grandes priorités sanitaires du pays avec pour objectif la progression vers la couverture santé universelle. Daniela Kalala. L'accord d'un montant global de 1,2 milliard de dollars prévoit une contribution de 900 millions de dollars du gouvernement américain et des 300 millions du gouvernement congolais. Il vise à consolider les fondations du système de santé en RDC. Parmi les priorités identifiées figurent la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, l'amélioration de la santé maternelle et infantile, la poursuite de l'éradication de la poliomyélite, ainsi que le renforcement de la surveillance épidémiologique et de la préparation aux urgences sanitaires. Le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, a précisé que cet appui permettra de consolider les capacités du personnel soignant et d'améliorer l'accès aux services de santé à travers le pays. L'accord que nous signons aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Il permettra notamment de renforcer la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Il permettra aussi d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant, de poursuivre les efforts d'éradication de la poliomyélite, de mieux surveiller les épidémies, de renforcer les capacités du personnel de santé et d'améliorer la préparation face aux urgences sanitaires. De son côté, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likoundé a souligné l'engagement du gouvernement à accroître progressivement la part du budget national alloué à la santé. Le gouvernement a pris et consenti et réaffirme son engagement à la contribution et à l'augmentation du niveau de financement du secteur de la santé pour combler le gap du financement du programme qui s'étend à 1,2 milliard. Je tiens également à souligner l'importance de l'appropriation nationale dans la mise en œuvre du programme de santé. Il est donc essentiel que les politiques et actions entreprises dans ce cadre soient alignées sur les priorités nationales en matière de santé afin d'assurer leur pertinence mais également leur efficacité. Représentant l'ambassade américaine, Makeri a indiqué que ces partenariats marquent une évolution vers une coopération fondée sur la responsabilité partagée et des résultats mesurables. Nous franchissons ensemble une étape décisive. En signant cet accord cadre bilatéral, nous nous engageons dans un partenariat de 5 ans pour renforcer la coopération en matière de santé publique en vue de renforcement du système de santé congolais et de la protection des Américains. À travers ces mémorandums, Kinshasa et Washington entendent structurer leur collaboration sur le long terme avec l'ambition de renforcer la résilience du système sanitaire congolais et de contribuer à la sécurité sanitaire régionale. Et puis, reçue par la Première ministre, la délégation du Fonds monétaire international, conduite par Régis Onsonde, a fait le point sur le programme triennal en cours avec la RDC. Les échanges ont porté sur la situation macroéconomique, la mobilisation des ressources internes et la maîtrise des dépenses publiques concernant la masse salariale identifiée comme un risque budgétaire. Le FMI s'est dit rassuré par les explications du gouvernement, affirmant que le programme soutenu par la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité reste la bonne voie. Pour plus de détails, suivez plutôt Régis Nsonde, administrateur du groupe Afrique 3 du FMI, dans ses propos sélectionnés par Blaise Kouzola. Ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour venir m'enquérir de la situation sur place. Et évidemment, je suis accompagné de l'administrateur suppléant, M. Jefté Sumbu, professeur Sumbu, qui est l'administrateur suppléant. Donc nous représentons 17 pays au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Et nous avons eu l'honneur d'être reçus par Madame le Premier ministre. Nous avons fait le tour d'horizon de la situation macroéconomique, la situation économique du pays,
notamment dans le contexte du programme que le pays met en place en coordination avec le Fonds monétaire international, notamment dans le cadre de la facilité élargie de crédit et également dans le cadre de la facilité pour la résilience et la durabilité. Donc nous avons également échangé avec Madame le Premier ministre des challenges, des difficultés qui peuvent se poser étant donné la situation difficile à l'Est, étant donné les incertitudes de politique au niveau mondial. Et donc nous avons fait le tour d'horizon de ces... Restons toujours à la primature où la première ministre Judith Suminwa a échangé avec une délégation du groupe Kenya Commercial Bank conduite par le directeur général de la Trust Merchant Bank autour du financement des priorités nationales de développement. Les discussions ont porté sur les infrastructures, l'énergie, l'éducation, l'eau et la digitalisation. Daniela Kalala. Les secteurs bancaires ont joué un rôle accru dans les financements du développement en RDC. Reçue à la primature, une délégation du groupe Kenyan Commercial Bank, conduite par le directeur général de la Trust Merchant Bank, Yannick Mbiya, a échangé avec les autorités congolaises sur les accès prioritaires de croissance. Au centre des discussions, les financements des infrastructures, de l'énergie, de l'accès à l'eau, de l'éducation et de la transformation numérique. Des secteurs considérés comme structurants pour la modernisation de l'économie congolaise. La TMB a exprimé sa volonté d'accompagner non seulement les financements de projets publics-privés, mais aussi la transformation locale des ressources dans une perspective de création de valeur sur le territoire national. Je pense que le gouvernement a plusieurs initiatives stratégiques importantes pour notre développement, en matière d'infrastructure par exemple. Donc il y a beaucoup de sujets importants, que ce soit sur les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, le développement des infrastructures énergétiques, le développement, l'accessibilité à l'eau. Il y a beaucoup de priorités sur la partie éducation. Madame la Première ministre a énormément insisté sur l'importance du capital humain, qui est quelque chose de clé et de prioritaire pour elle dans toute action qu'elle mène au niveau du gouvernement. Et donc en tant que banque commerciale, nous pouvons le soutenir à travers l'éducation ou à travers la création des emplois. Je pense qu'il y a des enjeux de digitalisation qui sont aujourd'hui de plus en plus importants. Donc voilà, donc il y a énormément de piliers sur lesquels nous pouvons travailler pour pouvoir marquer notre action de manière à contribuer à plus de croissance au niveau de la RDC. La banque créée en 2004 met en avant son ancrage local tout en bénéficiant de l'appui du groupe régional KCB, ce qui lui permettrait de mobiliser de capacités financières importantes. Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges afin de transformer ces orientations en projets opérationnels. Autre chose à présent, le Fonds de promotion de l'industrie renforce sa présence sur les terrains. Du 24 au 25 février 2026, une délégation conduite par le directeur général adjoint Blaise Mastaki Birindoa a effectué une mission stratégique à Kimpese et à Kisantu dans la province du Congo central pour évaluer, accompagner et consolider les projets industriels financés par l'institution dans une logique de performance et de relance durable. Le Fonds de promotion de l'industrie renforce sa présence sur le terrain. Du 24 au 25 février 2026, une délégation conduite par le directeur général adjoint Blaise Mastaki Birindoa a effectué une mission stratégique à Kimpese et à Kisantu dans la province du Congo central pour évaluer, accompagner et consolider les projets industriels financés par l'institution dans une logique de performance et de relance durable. Cette descente s'inscrit dans la politique nationale de suivi rigoureux des investissements financés par le FPI. Après Kinshasa et le Sud Ubangi, le cap est désormais mis sur le Congo central, province à fort potentiel industriel et logistique, où plusieurs unités structurantes conditionnent l'impact économique attendu. À Kimpese, la mission s'est notamment rendue au sein de la société Bags & Sacks, spécialisée dans la production des sacs d'emballage en polypropylène financés par le FPI en 2021. Entrée en exploitation en février 2022, cette unité contribue à réduire la dépendance du pays aux importations en approvisionnant notamment les industries cimentières et le secteur agricole. Sur place, la délégation a analysé les contraintes techniques, financières et organisationnelles auxquelles fait face l'entreprise.
le management a sollicité un crédit complémentaire pour renforcer le fonds de roulement et diversifier la gamme des produits, avec l'ambition d'élargir l'offre vers des emballages plus accessibles au marché local, notamment unités de production des cordes, des films rétractables, sacs non tissés et sacs en papier. Oui, alors dans notre stratégie de diversification, on a un plan de diversifier dans des nouveaux produits pour augmenter le chiffre d'affaires, surtout augmenter les bénéfices et diminuer le risque sectoral qu'on est parce qu'aujourd'hui on est vraiment dépendant sur le secteur du ciment. Et c'est dans le sens de cette stratégie-là qu'on souhaite l'accompagnement de la FPI comme c'est notre partenaire. Au-delà de ce projet, la délégation a visité la Congo Tobacco Company, spécialisée dans la production des cigarettes, engagée dans un programme de modernisation de ses équipements, ainsi que la cimenterie nationale SINAT, en quête d'un accompagnement pour son plan des relances. Deux entreprises stratégiques au cœur des enjeux des souverainetés industrielles et de développement des infrastructures. Nous nous sommes résolus comme La mission s'est également arrêtée à l'antenne provinciale du FPI à Kimpese pour évaluer les capacités opérationnelles et renforcer la synergie entre l'administration centrale et la représentation locale. À travers cette immersion stratégique, le FPI réaffirme sa vision, au-delà du financement, devenir un partenaire actif de la transformation industrielle. Dans un contexte où la diversification économique s'impose comme une priorité nationale, le suivi de terrain apparaît plus que jamais comme un levier essentiel pour bâtir une industrie congolaise compétitive, résiliente et créatrice de valeur. La fondation Friedrich Ebert en République démocratique du Congo a organisé ce vendredi 26 février 2026 au centre culturel Boboto à Kinshasa le café politique citoyen autour du thème « Les espaces qui se rétrécissent, la liberté d'expression et le journalisme en temps de guerre ». Didier Ilunga, Giscard Tamba et Gigi Nende pour le reportage. L'impact de la crise sécuritaire sur la liberté d'expression et le débat public en République démocratique du Congo en temps de guerre était au cœur des échanges du café politique citoyen organisé par la fondation Friedrich Ebert au centre culturel Boboto à Kinshasa, un atelier des trois panélistes. Le représentant de la fondation Friedrich Ebert en RDC, Constantin Grant, a exprimé sa satisfaction au regard de l'engouement des journalistes à cette initiative. Nous avons répondu positivement à l'appel de la DIBOL pour organiser cet atelier de café politique, si vous voulez, qui tournait autour de la question de la liberté de la presse et la liberté d'expression ici en RDC. Je crois que c'est un sujet qui est d'autre importance. Notamment parce que dans la scène africaine, il y a de plus en plus de pays qui suivent un peu la tendance autoritaire, bien qu'ici en RDC, on peut quand même suivre un rythme de dialogue ouvert, franche et honnête concernant les défis politiques, sociaux et économiques. Christian Domba Moleka, directeur Politoscope en RDC, est revenu sur l'objectif de cet atelier dans un contexte sécuritaire un peu particulier. Nous sommes dans un contexte sécuritaire très particulier et l'intérêt pour nous c'est de réunir les professionnels de la presse, les activistes, les journalistes pour essayer de réfléchir comment concilier liberté d'expression et impératif sécuritaire dans le contexte actuel. En outre, Mike Gardidian, économiste et expert en communication stratégique, souligne qu'il ne faut pas territorialiser la question de la liberté d'expression, car pour lui, c'est une question de culture. Aujourd'hui, quand vous parlez de la République démocratique, vous vous rendez compte que le plus grand défaut, on a tendance à territorialiser la notion de la liberté d'expression, alors que s'il faut voir, aller dans des approches comparées, vous verrez qu'il y a énormément de choses à faire. Chez nous, on est resté sur l'approche normative. On veut réprimander ou encadrer les choses que par la loi, sans tenir compte de la culture. Un peu plus loin, Annie Modi, activiste et présidente de l'ONG Afiamama, revient à la question des espaces numériques et interpelle aux créateurs de contenu au respect du code du numérique. Les espaces numériques ne créent rien. Ça ne crée pas l'immoralité, ça ne crée pas le manque d'éthique, ça ne crée pas la violence, ça ne crée pas les discours de haine, ça ne crée pas les antivaleurs,
ça amplifie tout simplement ce qui existe dans notre espace social. Il s'y est de noter qu'en République démocratique du Congo, la Constitution de 2006, à son article 23 et 24, consacre la liberté d'expression qui garantit le droit à l'information. Pour les observateurs, c'est un engagement national conforme aux normes internationales ratifiées par le pays, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 19 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples à son article 9. Sur un tout autre sujet, dans la commune de Limete à Kinshasa, des habitants du quartier Forgeron expriment leurs préoccupations face à des incidents sécuritaires impliquant des hommes en uniforme. Les autorités sont attendues pour clarifier la situation et renforcer les dispositifs de sécurité. Héritier Lilo et Blaise Kouzola. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, fait régulièrement face à des défis liés à la sécurité urbaine comme d'autres grandes métropoles africaines. Ces dernières semaines, des habitants de la commune de Limete, notamment dans le quartier Forgeron, rapportent des faits d'intimidation et des incidents nocturnes attribués à des individus armés présentés par des riverains comme des éléments de forces armées. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, certaines avenues du quartier seraient devenues de zones de tension en soirée, suscitant inquiétude et prudence parmi les résidents. À ce stade, aucune communication officielle détaillée n'a été rendue publique pour établir les responsabilités ou confirmer la nature exacte des faits évoqués. Donc, et comme moment il faut qu'on t'en là pour 16 heures, ça à 16 heures, il y a un petit peu dans 16 heures. Et comme le téléphone, il faut que moi, on peut m'arranger la salle dans la chaussette, la numéro de sécurité, ça m'a cassé. Donc, comment bager la baron, il y a qu'à tellement bailler que quartier, côté ça quartier sika, soit à Botoli, l'autre aussi, l'autre, parce qu'on se résiste, va vite sur les massas. La situation relance les débats sur l'encadrement des hommes en uniforme et sur la nécessité d'un contrôle rigoureux des opérations de sécurité en milieu urbain. Les autorités provinciales et nationales sont régulièrement engagées dans des opérations visant à lutter contre la criminalité et à renforcer la présence policière dans les zones jugées sensibles. Les habitants du quartier Forgeron appellent à un renforcement visible de patrouilles régulières, à une meilleure identification des agents en mission et à une communication claire des autorités compétentes afin de dissiper les inquiétudes. La sécurité des citoyens demeure une mission régalienne de l'État. Dans un contexte où la confiance entre la population et les forces de sécurité est essentielle, les observateurs estiment qu'une clarification rapide de faits et des mesures adaptées pourraient contribuer à apaiser les tensions et à rétablir un climat de sérénité dans cette partie de la capitale. En sport, le temps monte entre le Daring Club Motema Pembe et le FC Les Aigles du Congo. Dans un communiqué publié depuis la Belgique, Paul Kassembele a dénoncé les attaques personnelles de Vidier Chimanga à la suite de ses déclarations sur la sanction du DSMP par la FIFA. Chimanga a aussitôt répliqué, invitant son homologue à saisir la justice pour faire éclater la vérité. Et les détails avec Blaise Kouzola.
La sortie médiatique du président du FC Les Aigles du Congo et supporter du DCMP Vidi Chimanga au sujet de la sanction infligée au club vert et blanc par la FIFA et de la gestion du Paul Kassembele continue de faire réagir. Depuis la Belgique où il séjourne, Paul Kassembele a répondu par un communiqué relayé sur les canaux officiels du Daring Club Motema Pembe. Dans son message, le président du DCMP déplore des attaques personnelles qu'il juge répétées et excessives. Selon lui, sa famille a même été visée. Paul Kassembele estime que ces prises de parole dépassent le cadre d'un débat sportif et s'apparentent désormais à un règlement de compte. La réaction de Vidi Chimanga n'a pas tardé. Sur ses réseaux sociaux, le président du FC Les Aigles du Congo a invité Paul Kassembele à saisir la justice afin, selon lui, d'établir la vérité. Il accuse aussi son homologue de chercher à détourner l'attention des difficultés de gestion du DCMP. Cet échange illustre une fracture de plus en plus visible parmi L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à la page internationale. Je l'avais dit au sommaire, en quête d'autosuffisance alimentaire, le Sénégal s'impose comme l'un des marchés laitiers les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest, aux côtés de la Mauritanie, du Nigeria, du Ghana et du Togo. Pour renforcer sa production locale et structurer la filière, le pays mise sur des partenariats étrangers dotés d'une expertise reconnue dans le secteur. Myriam Likio. Au Sénégal, Mabouba Diané, ministre de l'Agriculture, vient d'annoncer la signature prochaine d'un protocole d'accord avec son homologue brésilien. L'information relayée le jeudi 26 février par les médias locaux a été annoncée en mars de la deuxième conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural qui se tient du 24 au 28 février à Carthage en Colombie. Selon les autorités, ces nouveaux partenariats visent à accélérer l'atteinte de l'autosuffisance d'un produit laitier au Sénégal. Les interventions prévues seront axées sur le renforcement de la coopération scientifique, la Société brésilienne des recherches agricoles et l'Institut sénégalaise des recherches agricoles, ainsi que la mise en œuvre d'un programme de transfert d'embryons des bovins guirs à fort potentiel laitier. Il est également prévu la structuration durable de la filière à travers les partenariats publics et privés, le développement des cultures fourragères et des relations alimentaires performantes, ainsi que la professionnalisation du secteur à travers la formation de la gestion des fermes laitières modernes, le renforcement de la mécanisation agricole et pastorale. Portée par l'essor de son industrie aurifère, la Côte d'Ivoire bénéficie d'une politique minière attractive qui stimule les investissements et soutient sa croissance, mais face à une concurrence africaine marquée notamment celle du Botswana et du Maroc, le pays doit encore redoubler d'efforts pour consolider sa position sur le continent. Myriam Likio, encore une fois. Après l'avoir cédé au Ghana en 2024, la Côte d'Ivoire a retrouvé en 2025 sa place de juridiction minière la plus attractive dans l'Afrique de l'Ouest. Selon les classements annuels du Fraser Institute, publié le jeudi 26 février, les pays doivent se retrouver en tête à un score de 60,92 sur 100 sur l'indice attractivité, en nette progression par rapport aux 55,70 sur 100 obtenus en 2023, année de son précédent leadership sous-régional. Les classements du Fraser Institute se reposent sur les résultats d'enquêtes menées sous forme de questionnaires auprès des dirigeants de compagnies minières. La note finale attribuée à chacune des juridictions totales en 2025 s'appuie sur des critères principaux, la perception de politique minière et celle du potentiel minier national. Sur ces deux volets, la Côte d'Ivoire a enregistré les meilleurs scores qu'en 2024, traduisant ainsi l'amélioration de la performance globale. En Afrique de l'Ouest, le Ghana et la Guinée occupent respectivement le 2e et le 3e rang. Les Mali et le Burkina Faso complètent la liste des pays ouest-africains inclus dans les classements. La progression de la Côte d'Ivoire ne s'inscrit pas dans une dynamique isolée. Elle prolonge une tendance observée de ces dernières années dans un contexte où le pays est régulièrement mis en avant pour la qualité de son environnement d'affaires, jugé propice d'investissements miniers, en particulier dans les secteurs aurifères.
C'est ainsi que ça s'achève ce journal, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les 3 principaux titres. Juliana Lumumba, fille de Patrice Emery Lumumba, est désignée candidate de la République démocratique du Congo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, un choix stratégique sur fond des tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda. Et puis la première ministre Judith Suminwa a échangé avec une délégation du groupe Kenya Commercial Bank conduite par le DG de Trust Merchant Bank. Infrastructure, énergie, éducation, eau et digitalisation étaient au cœur des discussions. Enfin, le Sénégal s'impose comme l'un des marchés laitiers les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest, aux côtés de la Mauritanie, du Nigeria, du Ghana et du Togo, et mise sur des partenariats étrangers pour renforcer sa production locale. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et bonne suite de programme sur Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.